Je suis désolé, je suis désolé. Oui, oui. Non, vas-y, Marc. Donc, Marc Binet, c'est juste préciser que donc, pour nous aider dans la mise au travail de la conclusion, Étienne Oldenouve et des collègues du Hall-Journal que nous ne remercierons jamais assez, nous avaient fait parvenir 2 pages et demie d'écriture dont le titre était Identification d'une communauté thérapeutique et qui était un certain nombre de traits, c'était les termes employés de traits qu'ils avaient repérés dans la lecture du livre de Francis Makeda et Yves Lecomte dont on a parlé au début, Actualité des communautés thérapeutiques. Donc, moi, pour ma part, j'ai pensé au coup de foudre amoureux, puisque là, on s'est repéré le trait lunaire, enfin, c'est la chevelure de cette jeune femme, ou sa démarche, c'est une tessiture de voix, mais ici, il y en avait 46, donc il y a des traits identificatoires, donc tomber amoureux d'une femme sur base de 46 traits identificateurs, on n'y arrivera jamais, je crois. Donc, je vais en parler de 1, puisque c'est ça qui est proposé. Je l'ai entendu dans les propos du professeur Ciompi et ce matin chez Fregdo. C'est quelque chose qui concerne les anciens, et ça me semble être en congruence logique avec tout ce qu'on a dit autour de l'ambiance, de l'hospitalité qu'on a rappelé à partir de l'évocation de Jean Houry, l'hospitalité, l'ambiance, l'accueil, dont Jean-Noël Lavienne a parlé, avec cette nécessité de préciser ce que c'est que l'accueil, que ce n'est pas simplement être sympathique, mais quelque chose de cet ordre-là, qui tourne autour de l'ambiance. Et j'ai l'impression que les anciens, ça fait partie de... Ça peut se rajouter alors au 46 comme une possibilité de 47e. Alors, l'accueil réservé aux anciens, parce que c'est vraiment extrêmement typique de toutes ces structures, quand bien même elles sont très différentes les unes des autres, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a un souci, un intérêt pour ce que viennent dire les anciens résidents surtout, et qui reviennent eux aussi prendre des nouvelles de la communauté, en donner d'eux-mêmes et en prendre des autres. Et il y a quelque chose de la circulation, de l'histoire aussi, puisque ça c'est quand même aussi un trait qui c'est le deuxième, alors le 48e, c'est quelque chose d'une insistance, comme Marcel Sassou lui-même, de revenir sur l'histoire, sur la fondation, sur la nomination. Il y a vraiment un souci qu'on ne retrouve pas dans les structures classiques hospitalières. Un service hospitalier, on va dire, on a été fondé par le docteur Intel dans telle année, et à ce moment-là, on a fait comme ça, puis alors il y en a un autre qui est arrivé, on n'entend pas ça. Comme on n'entend pas chez eux la culture des anciens, ça leur semble inconcevable, et ça l'est. Un ancien patient d'un hôpital ne va pas revenir dans le service hospitalier, généralement, pour rendre visite et voir comment ça va, c'est assez rare. Voilà. Merci. Merci Marc. Très très juste. Peut-être Jacques, si tu veux. Jacques dit, donc de Villeurbanne. Oui, non. Je ne vois pas que Villeurbanne abuse. Surtout les vieux. Alors, moi je dirais trois mots, 3 petites phrases. J'ai été intéressé, un peu amusé, intéressé par les précautions de langage que je trouve significatives, marrantes, mais quand même significatives. Résident, patient, usager, allez-y, dites-moi encore. Bénéficiaire. Bénéficiaire, voilà. Donc, d'une part, ça me paraît important, ça dit quelque chose de l'intentionnalité, en somme, de l'équipe, l'idéologie, on pourrait dire, aussi. Et en même temps, c'est un peu amusant parce que, pour moi, le communauté thérapeutique, dans communauté thérapeutique, quelle que soit sa couleur, finalement, il y a communauté, on est ensemble, groupe, petit en général, et puis il y a thérapeutique. Donc il y a les deux. Moi j'aurais plutôt tendance, même si c'est pas très joli esthétiquement et si c'est ringard, de dire résident, patient. Ils sont là pour. C'est un lieu de vie et c'est un lieu de soin en même temps. Donc c'était une première remarque. Mais je pense que à peu près, tous les modèles de communauté thérapeutique ont réfléchi à ce genre de questions. Comment les appeler? Ce qui recouvre l'autre question, c'est quel genre de lien aussi quel genre
quelle est la coloration du lien qu'on va nouer avec eux. L'autre chose, je vais en dire que deux finalement, c'est l'idée ça a été dit, je ne sais plus quand, enfin un peu tout le temps, de partenariat thérapeutique. En somme, le patient, il est considéré, le résident patient, excusez-moi, est considéré comme partenaire du soin. On va lui demander de participer, on lui demande de mettre la main à la pâte, on lui demande sa participation active. Bon, on a développé ça dans les descriptions que la plupart ont fait de leur partage de la réalité, etc., de leur structure. Je m'arrête là, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais moi c'est ce que je retiens en premier. Merci Jacques. Alors, Alexandre, tu as la lourde tâche de conclure, de dire presque le dernier mot. Je me permettrai de dire encore un petit mot après. Alors, je peux finir sur une note dramatique. Je pense qu'il y a un point qui nous rallie tous aussi, c'est la question de la survie. La survie des communautés thérapeutiques comme telles. Je pense qu'il faut être réaliste. Puis c'est important de sortir, d'aller s'implanter, de sortir, de ne pas être dans l'enfermement comme tel de la communauté, de ne pas tomber dans cette espèce de situation d'étouffement-là. Je ne pourrais pas élaborer par rapport à l'expérience particulière à la chrysalide, par rapport à comment on peut vivre ça, parfois l'étouffement, l'impression d'être replié et d'être condamné en fait à l'explosion. On n'a pas le temps de discuter de ça, mais ce qui est revenu, je trouve, au niveau des discussions, surtout de hier, c'est de défendre en fait le travail que l'on fait en disant notamment qu'on représente une économie, qu'on n'est pas trop coûteux sur le plan financier. Je veux bien croire qu'effectivement, on n'est pas si coûteux sur le plan financier dans certaines situations, mais sur le plan psychique, c'est un travail qui l'est énormément. Est-ce qu'on peut, étant donné cet investissement-là nécessaire, est-ce qu'on peut se projeter dans un quelconque futur? Est-ce qu'on peut aller rechercher des intervenants? Ce n'est pas juste une question d'accueillir des résidents, c'est aussi une question d'avoir une continuité, d'avoir une succession, d'avoir d'autres intervenants qui sont prêts à s'investir autant dans le travail. C'est un travail qui est compromettant. C'est un travail qui est participatif. On doit s'avancer. C'est nous qui sommes là. C'est pas un travail aussi, comment dire, à l'abri que ce qui se fait dans un bureau de consultation conventionnel. On le sait bien. Donc, je dirais ce point-là, le point de la survie, est quand même assez essentiel, puis nécessite qu'on s'y attarde davantage. Merci, c'est tout à fait juste ce que tu relèves là, Alexandre. Mais en contrepoint, moi je voudrais simplement vous dire, je vais maintenant conclure et évidemment remercier tout le monde, vous dire à quel point moi j'ai trouvé que ces 2 journées de colloque étaient extrêmement vivantes, et donc je tenais à remercier vraiment tous ceux qui parmi vous ont contribué à ce colloque, ceux qui l'ont initié, il y a évidemment Yves Lecomte et d'autres, les collègues par exemple de Lyon, tous ceux qui sont intervenus, qui ont fait l'intervention lors de ce colloque, ceux qui ont accepté d'être discutants, comme par exemple encore Madame Tissereau, que je n'ai même pas pris le temps de présenter, qui est psychanalyste, et les présidents de séance. Je voudrais remercier aussi le conseil d'administration du Wolvendal, parce qu'après tout, il a accepté de prendre ce risque de nous organisions ce colloque, en ne sachant pas évidemment si quels allaient en être, par exemple, les résultats financiers. Ce n'est pas du tout l'essentiel, mais il a quand même pris ce risque-là, et ça a été rappelé, c'est tout de même important de pouvoir prendre des risques. Je voudrais remercier également Petrus Demann, qui n'est pas là, mais qui est l'artiste qui nous a permis d'utiliser ses œuvres pour faire notamment l'affiche de ce colloque, et ce n'est pas la première fois qu'il nous aide. Alors, je voudrais, avant de remercier le comité d'organisation, je voudrais dire mon espoir que notre travail ne s'arrête pas à ce colloque, qu'il y ait une suite, qu'il y ait je ne sais pas où, je ne sais pas si ce sera à Lyon, si ce sera à Paris, si ce sera ailleurs, ou si ce sera de nouveau à Montréal, mais qu'il y ait une suite à ce colloque, et que d'ici un certain temps,
une autre étape dans ce travail, que d'ailleurs que ce réseau des comités thérapeutiques s'étende et qu'il y ait de plus en plus de comités thérapeutiques qui y participent. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, avant qu'on se retrouve pour aller boire un verre ensemble, mais je voulais vraiment particulièrement remercier, je pense que vous l'avez un peu senti, le comité d'organisation qui depuis des mois, avec vraiment beaucoup de générosité, a travaillé pour organiser ce colloque. C'est un travail vraiment considérable, un travail qui a été fait dans la bonne humeur, dans l'abnégation. Donc, je vais les nommer tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ceci. Il y a Pauline qui est là devant moi, il y a Pauline Cousmans, il y a Olivier Delève, il y a Fré, qui fait le il y a Wendy qui est là, il y a Laurence, je ne sais pas où elle est, mais il ne doit pas être loin, elle est là, il y a Laurence Gustès, il y a Jean-Marie Lariane qui est là en haut dans la mezzanine, il y a Nadine Lichstadt, il y a Stéphanie Malcher là, qui est dans le fond, que vous avez tous repéré, Marc Minen qui est à notre table, Catherine Moquel, Géraldine Vandenborg, je ne sais pas où elle est Géraldine, et Catherine Wills qui est là devant moi. Vraiment, je voudrais que vous les applaudissiez parce qu'ils ont fait un travail